Un millionnaire a surpris sa femme de ménage en train d'essayer la robe de sa fiancée la veille du mariage. Le jour du mariage, la femme de ménage a interrompu la cérémonie et a révélé un secret du fiancé qui l'a fait s'évanouir devant tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la luxueuse maison des Santos, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris avec des tons orangés qui s'infiltraient dans la maison. Santos, héritier de l'empire pharmaceutique, marchait dans les couloirs de la maison avec des pas lourds, essayant de soulager l'anxiété qui le consumait. Le mariage avec Vanessa Cardoso, prévu pour le lendemain à la cathédrale Notre-Dame de Paris, représentait non seulement l'union de deux familles puissantes, mais aussi la consolidation de sa position en tant que futur leader des laboratoires Santos. Alors qu'il parcourait le couloir du deuxième étage où la robe de mariée était rangée dans un placard spécialement préparé pour l'occasion, Gustavo remarqua une faible lumière s'échappant sous la porte. Son cœur s'accéléra instantanément. Personne n'aurait dû être dans cette pièce à cette heure-là. La robe, une pièce exclusive évaluée à plus de 200 000 €, était considérée comme pratiquement une relique, ayant été confectionnée par l'un des stylistes européens les plus renommés. Avec précaution, il s'approcha de la porte et le doux bruit du tissu frottant contre le sol parvint à ses oreilles. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être Vanessa, brisant la tradition pour jeter un dernier coup d'œil à sa robe. Cependant, lorsque sa main toucha la poignée et que la porte s'ouvrit silencieusement, la scène qu'il découvrit le laissa paralysé. Elena, la femme de ménage qui travaillait pour sa famille depuis 15 ans, se tenait devant le miroir, portant la délicate robe de mariée. La lumière du crépuscule qui entrait par la fenêtre baignait la scène d'une lueur dorée. Pendant un bref instant, Gustavo resta sans voix. Il y avait quelque chose de profondément perturbant et en même temps hypnotisant dans la scène. La femme qu'il avait toujours vue en uniforme simple était maintenant transformée, comme si elle appartenait à un autre monde. Le moment de contemplation ne dura que quelques secondes avant que la colère ne commence à monter dans sa poitrine comme une vague brûlante. Que penses-tu faire ? Sa voix tonna dans la pièce, faisant tourner brusquement Elena. Son visage pâle de terreur. Monsieur Gustavo, balbutia-t-elle, ses mains tremblant alors qu'elle tenait le tissu délicat de la robe. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi ? Gustavo avança dans le placard, sa voix s'élevant à chaque mot. Comment oses-tu toucher à la robe de Vanessa ? Comment as-tu eu l'audace de la porter ? Elena resta immobile, ses mains toujours agrippées à la robe comme si elle était sa dernière ancre à la réalité. Il y avait quelque chose dans ses yeux, non seulement de la peur, mais une profonde tristesse que Gustavo, dans sa fureur, ne parvint pas à reconnaître. 15 ans ? Continua sa voix, maintenant dangereusement basse, 15 ans de confiance, et c'est ainsi que tu rends l'appareil ? En profitant de notre absence pour jouer à la princesse. Le bruit de pas précipités dans le couloir attira l'attention des deux. 3 autres femmes de ménage de la maison, alertées par les cris, apparurent à la porte, leur visage exprimant le choc en voyant la scène. Maria. Gustavo appela l'une d'elles sans quitter les yeux d'Elena. Appelez monsieur Roberto de la sécurité, maintenant. Non, s'il vous plaît, implora Elena, des larmes commençant à couler sur son visage. Monsieur Gustavo, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce que je dois savoir, c'est comment as-tu eu le courage de faire ça ? L'interrompit-il. Une robe à 200 000 €, Elena. As-tu une idée de ce que tu as fait ? Les autres femmes de ménage observaient la scène en silence, l'horreur estampée sur leur visage. Elena avait toujours été la plus respectée des employées de la maison, celle en qui tout le monde avait confiance. La voir dans cette situation était comme être témoin de la chute d'une idole. Roberto, le chef de la sécurité, arriva quelques instants plus tard, son visage normalement impassible montrant de la surprise en évaluant la situation. Roberto, dit Gustavo d'une voix tranchante, je veux que vous accompagniez Elena jusqu'à ses appartements. Elle a 1 heure pour récupérer ses affaires et quitter cette maison. Elle est licenciée, monsieur. S'il vous plaît, Elena, tenta de nouveau de parler Gustavo, sa voix étranglée par l'émotion. Il y a tellement que vous ne savez pas. Assez, explosa Gustavo. Tu as trahi ma confiance, Elena. Elena a trahi la confiance de cette famille. Il n'y a rien que tu puisses dire pour justifier cela. Les mots planaient dans l'air comme des rasoirs. Finalement, Elena se tut, avec des mouvements lents et tremblants, elle commença à enlever la robe, prenant soin de ne pas l'endommager davantage. Une des femmes de ménage apporta son uniforme et elle le revêtit sur le champ, sous les regards de tous,
subissant une humiliation complète tandis qu'elle était escortée hors du placard. Gustavo ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Pendant 15 ans, cette femme avait été pratiquement une membre de la famille. Elle avait été présente à tous les moments importants de sa vie, de sa remise de diplôme à ses succès professionnels, toujours avec un sourire gentil et des mots de soutien. Elena avait été plus qu'une simple employée, mais maintenant, selon Gustavo, il n'y avait plus aucune compassion. Ce qu'elle avait fait était impardonnable. La robe de Vanessa était sacrée, un symbole de leur amour et de l'avenir qu'ils planifiaient ensemble. Elena n'avait pas le droit de profaner cela de cette manière. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit était tombée sur Paris, Gustavo restait agité dans son bureau. L'incident avec Elena le perturbait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose dans son regard, une urgence dans ses paroles lorsqu'elle avait essayé de s'expliquer, qui ne le laissait pas en paix. Son téléphone sonna et le nom de Vanessa apparut à l'écran. Pendant un instant, il pensa à lui raconter l'incident, mais décida contre lui. Il n'y avait pas besoin de la perturber. La veille du mariage, demain serait un jour parfait, exactement comme il l'avait planifié. « Tout va bien, mon amour ?» demanda la voix inquiète de Vanessa de l'autre côté de la ligne. « Tu sembles distant, juste anxieux pour demain », répondit-il en forçant un sourire qu'elle ne pouvait voir. « J'ai hâte de te voir dans cette robe. » La mention de la robe fit tourner son estomac. À travers le miroir, Elena revoyait la scène. Quelque chose dans cette scène le perturbait profondément, quelque chose qui allait au-delà de la simple transgression d'une employée. « J'ai hâte de te voir, Vanessa », répondit-elle d'une voix douce. « Demain sera le jour le plus heureux de nos vies. » Après avoir raccroché, Gustavo resta assis en silence, observant les lumières de la ville à travers la fenêtre de son bureau. L'empire pharmaceutique des Santos s'étendait à perte de vue, témoignant du pouvoir et de l'influence de sa famille. Demain, avec son mariage avec Vanessa, cet empire serait encore plus grand. Cependant, en contemplant l'horizon de Paris, une sensation désagréable s'installa dans sa poitrine. Les dernières paroles d'Elena résonnaient dans son esprit. « Il y a tellement que vous ne savez pas. » Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Gustavo se leva et se prépara à dormir. Demain serait le jour de son mariage et il ne permettrait pas que le comportement étrange d'Elena gâche ce moment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit de veille serait la dernière fois que sa vie aurait un sens. À partir du lendemain, tous les piliers qui soutenaient son existence commenceraient à s'effondrer un par un, révélant des vérités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Paris, il y a 25 ans, les rues du quartier du 16e arrondissement n'affichaient pas encore le luxe exacerbé qui les caractériserait des décennies plus tard, mais elles abritaient déjà certaines des familles les plus influentes de la ville. Parmi les imposantes maisons qui commençaient à fleurir dans la région, la résidence des Santos se distinguait non seulement par son architecture néoclassique, mais surtout parce qu'elle représentait le quartier général de l'un des empires pharmaceutiques les plus prometteurs du pays. Elena Oliveira, alors âgée de 22 ans, traversait les portes de la maison des Santos tous les matins, non pas en tant qu'employée, mais en tant qu'assistante exécutive de Ricardo Santos, le jeune et ambitieux héritier de la famille. Récemment diplômée en administration avec une spécialisation en commerce extérieur, elle avait été embauchée pour aider à l'expansion internationale des laboratoires Santos, qui commençaient à gagner du terrain sur le marché latino-américain. Ce matin-là de mars, Elena ajusta le blazer bleu marine sur sa blouse de soie blanche avant d'entrer dans la salle. Le soleil du matin s'infiltrait par les immenses fenêtres, illuminant la figure imposante de l'homme qui, à 30 ans, montrait déjà la détermination qui le rendrait légendaire dans le monde des affaires. « Bonjour, Monsieur Santos », le salua-t-elle formellement comme elle le faisait toujours. Ricardo leva les yeux des documents qu'il analysait et un sourire doux se forma sur ses lèvres. « Elena, appelle-moi simplement Ricardo après ces quelques mois de travail ensemble. Je pense que nous pouvons nous permettre de laisser tomber certaines formalités, commenta-t-il en rougissant légèrement. Il était vrai que ces derniers mois, sa relation avec Ricardo était devenue plus proche. Les longues nuits passées à travailler sur des projets, les voyages d'affaires, les conversations qui dépassaient souvent le cadre professionnel. Tout cela avait créé une intimité qui, bien que toujours contenue, était indéniable. Les documents pour l'acquisition de la société pharmaceutique chilienne arrivèrent, informa-t-elle, essayant de maintenir le professionnalisme. Mais il y a quelques irrégularités que nous devons discuter. Ricardo fronça les sourcils, faisant signe qu'elle s'asseyait. Quel genre d'irrégularité, Elena, hésita-t-elle un instant. Lors de son analyse minutieuse des documents, elle avait trouvé des écarts suggérant des pratiques douteuses de la part de la famille Santos.
données altérées, enregistrements compromettants, mouvements financiers suspects. Son cœur s'accéléra en réalisant qu'elle était sur le point de remettre en question les méthodes de la famille la plus puissante pour laquelle elle travaillait. Certains chiffres ne correspondent pas, commença-t-elle prudemment, et il y a des documents qui semblent manipulés. Le silence qui suivit fut tendu. Ricardo l'observait avec une intensité qui la fit frissonner. Finalement, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. « Elena, dit-il d'une voix douce, presque hypnotique, il y a des choses dans le monde des affaires qui exigent une flexibilité morale. Ma famille a construit cet empire en faisant ce qui était nécessaire, même si cela signifiait enfreindre la loi. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ricardo se retourna pour la regarder droit dans les yeux, et pour la première fois, Elena vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, mais une sorte d'admiration mêlée d'inquiétude. « Votre honnêteté est l'une des choses que j'admire le plus chez vous, dit-il en s'approchant, mais elle peut aussi être dangereuse. » Ce qui suivit dans les mois suivants fut un tourbillon d'émotions et de découvertes. Elena et Ricardo commencèrent une relation discrète, loin des regards de la traditionnelle famille Santos. Il la présenta à un monde de luxe et de privilèges qu'elle n'avait jamais connu. Pendant qu'elle remettait en question les méthodes douteuses de sa famille, la romance s'épanouissait au milieu de dîners secrets, de rencontres furtives et de promesses murmurées. Ricardo parlait de changement, de transformer les laboratoires Santos en une entreprise véritablement éthique. Elena croyait en lui, voyant dans ses yeux la sincérité de quelqu'un qui désirait vraiment faire ce qui était juste. Une nuit de décembre, sous le ciel étoilé du jardin de la maison, Ricardo la surprit avec une bague en diamant. « Épouse-moi » demanda-t-il, ses yeux brillant de la même intensité que les étoiles. « Ensemble, nous pouvons tout transformer, faire les choses correctement. » Elena accepta, son cœur débordant d'amour et d'espoir. Le mariage fut célébré en secret, uniquement avec la présence d'un officier de paix et de 2 témoins. Ricardo promit de le dire à la famille après la lune de miel, à leur retour d'un voyage romantique en Europe. Cependant, le conte de fées commença à s'effondrer lorsqu'Augusto Santos, le patriarche de la famille, découvrit non seulement le mariage secret, mais aussi qu'Elena avait rassemblé des preuves des pratiques illégales des laboratoires Santos. L'empire pharmaceutique, dit-elle, avait été construit sur une base de falsification de médicaments, de tests irréguliers et de pots de vin aux autorités. « Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes, ma fille », avertit Augusto lors d'une confrontation dans son bureau. « Cette famille existe depuis des générations. Je ne vais pas permettre à une employée ambitieuse de détruire tout ce que nous avons construit. » Mais le coup de grâce arriva lorsque Elena découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle, qui aurait dû être une source de joie, se transforma en sa plus grande vulnérabilité. La famille Santos, dirigée par Augusto, lui présenta un ultimatum, accepter un accord pour devenir employé de la maison, restant proche de son fils mais sans jamais révéler sa véritable identité, ou être écarté pour toujours sans aucun droit sur l'enfant. Tu penses vraiment que les tribunaux donneraient la garde d'un enfant à quelqu'un qui pourrait exposer les schémas criminels de l'une des plus grandes entreprises du pays? Auguste sourit cruellement. Réfléchis bien, Elena. En tant qu'employé, au moins tu pourras voir ton fils grandir. Ricardo, qui avait initialement promis de défendre leur amour, céda à la pression familiale. C'est mieux ainsi, dit-il en évitant son regard. Notre fils aura tout ce dont il a besoin, et toi, tu seras près de lui. Le cœur brisé et sans alternative, Elena accepta l'accord. Le mariage fut annulé, les documents furent falsifiés et elle prit le rôle d'employée de la famille Santos. Pendant 15 ans, Elena observa son fils grandir, se limitant à de petits gestes d'affection qu'elle pouvait montrer dans son rôle de servante. Elle servit, et maintenant, cette nuit fatidique, en essayant la robe de mariée de Vanessa, Elena revivait chaque moment de sa propre histoire d'amour détruite. La robe ne représentait pas seulement une transgression, mais une tentative désespérée de renouer avec le passé, avec la femme qu'elle avait été avant que la famille Santos ne détruise ses rêves. En regardant son reflet dans le miroir, elle prit une décision. Elle ne permettrait pas que son fils se marie sans connaître la vérité sur son origine, sur l'empire construit sur des mensonges et des crimes. Le temps de silence était terminé. Le lendemain matin, lors du mariage, elle révélerait tout, peu importe le coût. L'horloge de la maison des Santos indiquait 3 heures du matin lorsque Elena, après avoir été expulsée de manière humiliante, arriva à son modeste appartement dans le quartier du 7e arrondissement. Les lumières de la ville brillaient à travers sa fenêtre tandis qu'elle ouvrait une vieille boîte à chaussures cachée au fond de son placard. Là, protégée par des années de silence,
se trouvaient les fragments de sa vie antérieure, vieilles photos, documents jaunis et preuves qui pourraient détruire l'Empire Santos. Avec des mains tremblantes, elle prit une photographie spécifique, elle et Ricardo, jeunes et amoureux, devant la chapelle où ils s'étaient mariés en secret. Leurs mains se touchèrent instinctivement, et son ventre se mit à bouger. Se rappelant le moment où elle découvrit sa grossesse, c'était en mars et le printemps commençait à poindre à Paris lorsque le test fut positif. Sa joie initiale se transforma rapidement en son pire cauchemar. Madame Elena, la voix d'Augusto Santos résonnait dans ses souvenirs. Je crois que vous ne comprenez pas la gravité de la situation. C'était un après-midi pluvieux lorsqu'Augusto la convoqua dans son bureau, un lieu aux murs recouverts de bois sombres et à la vue privilégiée de la ville. Toujours intimidant, mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'encore plus sombre dans l'air. « Qu'est-ce que j'ai ici ?» continua Augusto en faisant glisser un dossier sur le bureau en acajou. « Ce sont des preuves que vous avez enquêtées sur nos opérations. Très impressionnant, je dois l'admettre. » Elena sentit son sang se glacer. Pendant des mois, elle avait collecté des preuves des pratiques irrégulières des laboratoires Santos, documents sur la falsification de médicaments, résultats de tests cliniques falsifiés, pots de vin versés aux inspecteurs de la santé. Son plan était de convaincre Ricardo de nettoyer l'entreprise après qu'ils en auraient pris le contrôle ensemble. « Je ne prévois pas d'utiliser ces informations », tenta-t-elle d'argumenter, protégeant instinctivement son ventre, « je veux juste que les choses changent, que nous fassions ce qui est juste. » Le rire d'Augusto était glacial. « Faire ce qui est juste ? Tu penses que j'ai construit cet empire en faisant ce qui est juste ? » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Tu sais combien de personnes dépendent des laboratoires Santos ? Des milliers. Et tu veux tout détruire avec ton idéalisme juvénile ? » Il présenta alors l'accord. Elena abandonnerait sa position dans l'entreprise et son identité en tant qu'épouse de Ricardo, devenant une employée de la famille en échange de la possibilité de rester proche de son fils, sans jamais révéler quelle était sa mère. Si elle refusait, Augusto menaça de rendre publique sa grossesse illégitime et de la poursuivre pour espionnage corporatif. Qui penses-tu que les juges croiront ? Une employée ambitieuse ou l'une des familles les plus respectées du pays ? Les semaines suivantes furent un flou de documents signés, d'accords scellés et d'identités falsifiées. Elena observa impuissante alors que sa vie était réécrite. Le mariage avec Ricardo fut annulé, les registres furent modifiés et leur histoire d'amour transformée en un mensonge pratique. Ricardo, de son côté, montra une faiblesse qu'elle n'aurait jamais attendue. « C'est mieux pour tout le monde », dit-il en évitant son regard. « Notre fils aura tout ce dont il a besoin et toi, tu pourras le voir grandir. » Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ses paroles, mais son silence. Les années qui suivirent, Ricardo le regardait grandir, appelant une autre femme sa mère, tandis qu'Elena observait impuissante, nettoyant la maison, servant des dîners, vivant comme une servante sans que son cœur ne se brise davantage. Pendant les 15 années suivantes, Elena documenta méticuleusement chaque irrégularité qu'elle découvrait. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, mais de justice. Les laboratoires Santos avaient étendu leurs pratiques criminelles. Maintenant, il y avait des morts suspectes dans les tests cliniques, des médicaments falsifiés vendus à grande échelle, un réseau de corruption qui s'étendait à travers tout le pays. Chaque document, chaque preuve, chaque petit morceau d'évidence fut soigneusement gardé. Elena savait qu'un jour, elle en aurait besoin. Assise dans son appartement après avoir été humiliée par son propre fils, elle réalisa que ce jour était arrivé. Prenant son téléphone, elle composa un numéro qu'elle avait mémorisé des années auparavant. Après 3 sonneries, une voix familière répondit. « Docteur Mariana, ici Elena Oliveira. Vous souvenez-vous de ce dont nous avons parlé il y a 5 ans concernant les irrégularités dans les tests cliniques ? Il est temps, dit-elle. » Mariana Silva, une ancienne employée des Santos qui avait été licenciée après avoir remis en question les pratiques douteuses, était devenue une alliée silencieuse. Au fil des années, elles avaient construit un dossier solide contre l'entreprise, attendant le bon moment pour agir. « Elena, es-tu sûre ? » demanda la voix de Mariana, manifestant de l'inquiétude. « Cela va causer un énorme scandale, » répondit Elena. « Mon fils mérite de connaître la vérité. » Elena interrompit, sa voix ferme, « Sur qui il est, sur qui je suis, sur l'empire de mensonges que sa famille a construit. » Au fil de la nuit, Elena organisa toutes les preuves qu'elle avait collectées, photos d'elle enceinte avec Ricardo, documents du mariage qui avait survécu à la destruction ordonnée par Augusto, enregistrements d'irrégularités dans les laboratoires, témoignages d'anciens employés.
C'était une bombe à retardement prête à exploser, mais il y avait quelque chose de plus. Elena possédait des preuves qu'Augusto avait ordonné la mort de personnes qui menaçaient d'exposer ses plans, y compris sa propre sœur, Maria Santos, qui avait tenté de dénoncer les pratiques illégales de l'entreprise des années auparavant. Au lever du soleil, Elena avait déjà son plan tracé. Le mariage de Gustavo et Vanessa ne serait pas seulement une célébration, mais le théâtre de la plus grande révélation de l'histoire des Santos. 15 ans de secrets, de mensonges et de crimes seraient exposés devant 500 invités de l'élite parisienne. « Demain, mon fils, murmura-t-elle en regardant une photo de Gustavo enfant, tu connaîtras toute la vérité. » Avec précaution, elle rangea toutes les preuves dans un dossier rouge, de la même couleur que l'uniforme qu'elle avait porté pendant 15 ans en tant qu'employée. Quelques heures plus tard, elle entra dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, non pas comme une servante humiliée, mais comme une mère déterminée à retrouver son fils et à exposer la vérité sur l'empire qui avait détruit sa vie. La vengeance qu'elle cherchait n'était pas seulement de détruire ceux qui l'avaient blessée, mais de rendre justice, de révéler la vérité et de donner à son fils la chance de connaître sa véritable histoire. Et si cela signifiait détruire les Santos dans le processus, qu'il en soit ainsi. Le jour commençait à poindre à Paris, et avec lui, une nouvelle histoire était sur le point d'être écrite. Elena se regarda une dernière fois dans le miroir, non plus comme l'employée soumise que tout le monde connaissait, mais comme la femme forte qu'elle avait toujours été. L'heure de la vérité était arrivée. Le matin du mariage, le ciel typiquement gris de Paris n'était pas suffisant pour diminuer l'atmosphère d'attente qui régnait dans la maison des Santos. Les employés couraient d'un côté à l'autre, ajustant les derniers détails de la décoration qui avait transformé la propriété en un décor digne d'un conte de fées. Des fleurs blanches et roses ornaient chaque coin, leurs pétales délicats contrastant avec l'attention que personne n'osait mentionner dans le salon principal. Gustavo ajustait sa cravate pour la 3e fois, ses doigts tremblant légèrement. Le licenciement d'Elena la veille le perturbait encore, même s'il essayait de se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait. Le reflet dans le miroir montrait un homme élégant dans son smoking sur mesure, mais ses yeux révélaient une agitation qu'il ne pouvait expliquer. « Monsieur Gustavo ?» Maria, la nouvelle gouvernante principale après le départ d'Elena, frappa doucement à la porte. « Madame Vanessa est au téléphone, elle semble urgente. » Soupirant, il décrocha le téléphone. La voix de sa fiancée, Vanessa, était tendue. « Gustavo, quelque chose ne va pas. Je peux sentir ce qui s'est passé hier soir. Les employés chuchotent et personne ne veut me dire quoi que ce soit. » « Vanessa, ce n'est rien dont tu es à t'inquiéter. » Tenta-t-il de la rassurer, mais ses mots sonnèrent vides, même pour lui-même. Juste un problème avec une employée qui a déjà été résolu. La question de Vanessa le surprit. J'ai entendu quelqu'un mentionner qu'elle a été licenciée. Que s'est-il passé, Gustavo? Elena avait travaillé pour sa famille pendant 15 ans. La mention de la durée de service d'Elena fit tourner son estomac. Pendant toutes ces années, elle avait été plus qu'une simple employée, présente à chaque moment important de sa vie, son premier jour d'école, sa remise de diplôme, ses réussites professionnelles, toujours avec un sourire gentil et des mots de soutien qui, maintenant, semblaient avoir un poids bien plus lourd qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Je ne veux pas en parler maintenant », interrompit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait prévu. « Concentrons-nous sur notre journée, d'accord? Dans quelques heures, nous serons à l'église et tout sera parfait. » Après avoir raccroché, Gustavo se dirigea vers la fenêtre de sa chambre. En bas, une équipe de décorateurs donnait les dernières touches au jardin où la réception aurait lieu après la cérémonie. 500 invités de l'élite parisienne célébreraient l'union des familles Santos et Cardoso, une alliance qui renforcerait encore l'empire pharmaceutique. Dans un autre coin de la maison, Ricardo Santos observait l'agitation avec un regard lointain. Le patriarche des Santos avait considérablement vieilli ces dernières années, ses tempes grisonnantes et ses rides profondes témoignant silencieusement des secrets qu'il portait. Le licenciement d'Elena l'affectait plus qu'il ne l'admettait, même s'il gardait son expression habituellement impassible. Les invités commenceraient à arriver à la cathédrale dans 2 heures, informa son assistant en consultant une tablette. La presse était déjà positionnée à l'entrée. Ricardo acquiesça simplement, ses pensées perdues dans une époque différente, quand il était jeune et croyait que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Le visage d'Elena apparut dans son esprit, pas Elena en uniforme qui avait servi sa famille pendant 15 ans, mais la jeune et brillante exécutive dont il était tombé amoureux. Dans l'appartement de Vanessa, dans son Penthouse des Jardins, l'agitation était encore plus grande. Pendant que maquilleurs et coiffeurs travaillaient pour la transformer en la mariée parfaite, elle ne pouvait pas chasser le sentiment que quelque chose allait se produire.
Le comportement étrange de Gustavo au téléphone, les départs précipités des employés, le licenciement soudain d'Elena, tout semblait être des pièces d'un puzzle qu'elle ne pouvait assembler. « La robe est prête, madame », annonça la couturière en apportant la pièce soigneusement protégée sous sa cape. Vanessa observa la robe être accrochée, ses couches de soie et de dentelle rappelant l'engagement qu'elle était sur le point de prendre. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Elena se préparait pour son propre rôle ce matin-là. Son uniforme de travail impeccablement repassé était étendu sur le lit, non la robe de gala qu'elle porterait si elle était encore la brillante exécutive qu'elle avait été un jour, mais le symbole de son humiliation quotidienne. À côté, le dossier rouge contenant toutes les preuves qu'elle avait collectées au fil des ans semblait pulser de vie propre. De retour à la maison des Santos, la tension augmentait à chaque minute. Les voitures commençaient à partir en direction de la cathédrale Notre-Dame de Paris où la cérémonie serait tenue. Gustavo fit une dernière vérification de son apparence avant de descendre les escaliers. Dans le hall d'entrée, son père l'attendait avec une expression indéchiffrable. « Fils », commença Ricardo d'une voix étrangement hésitante, « il y a quelque chose que je dois te dire. »« Non, père », interrompit Gustavo en ajustant les poignets de sa chemise, « tout peut attendre jusqu'après la cérémonie. » Ricardo observa son fils partir, les mots non dits pesant sur sa poitrine comme du plomb. Si seulement il avait eu le courage qu'Elena avait montré tant d'années auparavant, peut-être aurait-il pu empêcher ce qui allait arriver. Mais comme toujours, il choisit le silence. À la cathédrale, les invités commençaient déjà à prendre place. L'élite de la société parisienne, vêtue de ses plus beaux atours, discutait de l'union des deux familles puissantes. Personne n'a remarqué la silhouette discrète qui est entrée par la porte latérale, portant un uniforme simple de femme de chambre et portant un dossier rouge. L'horloge avançait inexorablement vers le moment qui allait changer à jamais la vie de tous les présents. En quelques minutes, la vérité qu'Elena avait gardée pendant 15 ans serait révélée et l'empire construit sur des mensonges commencerait à s'effondrer. La musique de l'orgue a commencé à jouer, annonçant le début de la cérémonie. Gustavo a pris sa place à l'autel, apparemment calme mais son cœur battait de manière désynchronisée. Quelque chose en lui criait que ce n'était pas seulement le jour de son mariage, mais le jour où sa vie telle qu'il la connaissait toucherait à sa fin. Et ainsi, pendant que les derniers invités s'installaient et que la mariée se préparait pour son entrée triomphale, le décor était monté pour la plus grande révélation que la haute société parisienne ait jamais connue. La vérité, comme une tempête longtemps contenue, était sur le point d'être libérée, balayant avec elle des décennies de mensonges et de secrets soigneusement gardés. L'intérieur de la cathédrale Notre-Dame resplendissait de la lumière traversant ses vitraux historiques, créant une mosaïque de couleurs qui dansait sur les 500 invités élégamment vêtus. Le brouhaha des conversations s'est tu lorsque les premières notes de la marche nuptiale ont rempli l'environnement sacré. Gustavo, debout à l'autel, a ajusté nerveusement sa cravate en soie, les yeux fixés sur l'entrée principale, attendant le moment où Vanessa apparaîtrait dans l'une des dernières rangées. Elena restait assise, presque invisible dans son uniforme de femme de chambre, le dossier rouge fermement tenu sur ses genoux. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tous autour d'elle puissent l'entendre. 15 ans de secrets, de douleur et d'humiliation culmineraient dans les prochaines minutes. Les portes massives de la cathédrale se sont ouvertes et Vanessa est apparue, éblouissante dans sa robe de mariée, la même que celle qu'Elena avait essayée la veille au soir. La mariée a commencé sa marche dans le couloir central tandis que les flashs des appareils photo capturaient chaque instant. Le sourire radieux sur son visage contrastait fortement avec la tempête qui était sur le point de se former. Lorsque Vanessa est arrivée à l'autel, le prêtre a commencé la cérémonie de sa voix solennelle « Nous sommes ici réunis ». Cependant, la voix d'Elena a coupé l'air comme une lame tranchante, résonnant à travers les murs centenaires de la cathédrale. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Tous les regards se sont tournés vers elle alors qu'elle se levait lentement. Gustavo, à l'autel, a pâli en la reconnaissant. Ricardo Santos, assis dans la première rangée, a serré les bras de sa chaise avec tant de force que ses doigts sont devenus blancs. « Cette cérémonie ne peut pas continuer », a déclaré Elena, sa voix ferme résonnant dans l'église. « Pas sans que la vérité soit révélée. » 2 gardes ont commencé à se diriger vers elle, mais elle a levé le dossier rouge. « Si quelqu'un me touche, ces preuves seront immédiatement envoyées à tous les grands journaux du pays. » Les gardes ont hésité, regardant Ricardo à la recherche d'orientation. Le patriarche des Santos a fait un geste subtil pour qu'il recule, ses yeux ne quittant jamais la figure d'Elena. « Quelle vérité ?» a demandé Gustavo, sa voix tremblante légèrement. « Que veux-tu encore me prendre ?» Elena, hier soir,
un sourire triste a traversé le visage d'Elena. Vous n'avez pas suffi hier soir pour me prendre mon fils pendant 15 ans, ce sont eux qui m'ont tout pris. Le mot « fils » est tombé comme une bombe dans la salle, des murmures choqués parcourant la foule d'invités. Vanessa a vacillé légèrement, soutenue par son père. « De quoi parles-tu » Gustavo a exigé, en descendant les marches de l'hôtel, « Quelle folie est-ce » Elena a ouvert le dossier rouge et a sorti une ancienne photographie. Il y a 25 ans, je n'étais pas une employée des Santos, j'étais cadre des laboratoires Santos et épouse de Ricardo Santos. Elle a levé la photo pour que tous puissent voir une jeune Elena, radieuse dans une simple robe blanche aux côtés d'un Ricardo Santos plus jeune, tous deux souriant devant une petite chapelle. C'est un mensonge, la voix d'Augusto Santos, le grand-père de Gustavo, a grondé dans l'église. Cette femme est clairement perturbée. Je suis perturbée. Elena a répliqué, perturbée comme votre sœur Maria l'était quand elle a essayé de dénoncer les pratiques illégales des laboratoires Santos avant de subir cet accident. Le visage d'Augusto a perdu toute couleur dans la première rangée. Ricardo Santos s'est enfin levé. « Arrête, Elena » a-t-il demandé d'une voix fatiguée. « S'il te plaît, arrête. » Elle a ri, un son amer qui a résonné dans la cathédrale. « Arrête, c'est ce que j'aurais dû dire quand vous m'avez forcé à choisir entre perdre mon fils pour toujours ou devenir employé pour pouvoir le voir grandir. Arrête, c'est ce que j'aurais dû dire quand j'ai découvert que les médicaments falsifiés des laboratoires Santos tuaient des gens. » Gustavo a vacillé, ayant besoin de s'appuyer sur l'un des bancs de l'église. Ses jambes semblaient ne plus pouvoir le soutenir alors que son monde s'effondrait autour de lui. « Père » s'est-il tourné vers Ricardo, suppliant silencieusement qu'il nie tout cela. Ricardo Santos a fermé les yeux, vaincu. « C'est vrai, mon fils. Elena est ta mère. » L'impact de la confirmation a été trop pour Gustavo. Ses jambes ont cédé et il est tombé à genoux sur le sol en marbre de la cathédrale. Vanessa a couru vers lui, mais il l'a repoussée d'un geste brusque. « Pourquoi » a-t-il demandé, sa voix brisée. « Pourquoi m'avez-vous menti toute ma vie » Elena s'est approchée lentement, tenant toujours les documents. « Parce que j'ai découvert la vérité sur l'empire de ta famille, Gustavo. Les laboratoires Santos n'ont pas été construits avec un travail honnête, ils ont été construits avec la falsification de médicaments, des tests illégaux, des morts dissimulées. » Elle a commencé à distribuer des copies de documents aux invités les plus proches. Rapports de tests falsifiés, registres de paiements irréguliers, preuves de falsification de médicaments. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, a-t-elle continué d'une voix maintenant plus douce, ton grand-père m'a donné un ultimatum. Soit j'acceptais de devenir employé en gardant ma bouche fermée sur tout ce que je savais, soit je serais éloigné de toi pour toujours, accusé de crimes que je n'ai pas commis. Les invités ont commencé à se lever, certains quittant précipitamment l'église, d'autres photographiant frénétiquement les documents avec leur téléphone portable. La presse, qui était à l'extérieur couvrant le mariage, a commencé à s'infiltrer dans la cathédrale attirée par la commotion. Pendant 15 ans, Elena a poursuivi. Maintenant, à genoux à côté de moi, j'ai nettoyé la maison où j'aurais dû être la dame d'honneur, servir des dîners, assister à des fêtes où j'aurais dû être une invitée. J'ai observé ton enfance, t'appelant une autre femme, mère, tandis que mon cœur se brisait un peu plus chaque jour. Gustavo a levé les yeux vers elle, la voyant vraiment pour la première fois. Combien de fois Elena avait pris soin de lui quand il était malade? Combien de fois elle avait été présente lors de moments importants de sa vie, toujours avec ce regard affectueux qu'il n'avait jamais complètement compris. Hier soir, elle a continué, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Quand tu m'as trouvé en robe de mariée, je n'essayais pas de gâcher ton mariage, je revivais le mien. Le jour où j'ai cru que je pourrais avoir une vie heureuse aux côtés de l'homme que j'aimais. Le son des sirènes a commencé à se faire entendre de l'extérieur de la cathédrale. Des véhicules de police arrivaient, probablement déjà alertés des accusations de fraude corporative qui étaient en train d'être exposées. C'est à ce moment que Gustavo n'a plus pu supporter la surcharge d'émotions et de révélations. C'était trop pour lui. Ses yeux ont tourné et il s'est évanoui, tombant dans les bras d'Elena, sa véritable mère. Alors que le chaos s'installait dans la cathédrale Notre-Dame, la cérémonie qui aurait dû être la célébration de l'amour entre Gustavo et Vanessa s'est transformée en le jour où l'empire des Santos a commencé à s'effondrer. Une vérité gardée pendant 15 ans est enfin sortie à la lumière, changeant à jamais le destin de tous les impliqués. Le chaos qui a pris possession de la cathédrale Notre-Dame après l'évanouissement de Gustavo était indescriptible.
Les invités, membres de la plus haute société parisienne, se divisaient entre ceux qui couraient vers les sorties et ceux qui restaient paralysés, hypnotisés par le drame qui se déroulait devant leurs yeux. Le son des sirènes de police devenait de plus en plus fort, se mêlant aux murmures et aux exclamations de choc qui résonnaient dans l'environnement sacré. Elena tenait Gustavo dans ses bras, ses larmes coulant sur le visage inconscient de son fils. Pour la première fois en 15 ans, elle pouvait démontrer publiquement son amour maternel sans peur ni restriction. « Quelqu'un appelait une ambulance » a-t-elle crié, sa voix chargée d'inquiétude. Elle restait immobile, sa robe de mariée luxueuse contrastant fortement avec la scène de désespoir qui l'entourait. Ses mains tremblaient en tenant le bouquet, les fleurs blanches semblant maintenant se faner avec ses rêves d'un mariage parfait. Ses yeux alternaient entre Gustavo inconscient et Elena, comme si elle essayait de traiter la nouvelle réalité qui se présentait. « C'est un abus », la voix d'Augusto Santos a grondé dans l'église. « Garde, éloignez cette femme immédiatement. » Mais les gardes ont hésité, conscients du dossier rouge qui reposait encore près d'Elena, rempli de documents compromettants. Ricardo Santos, de son côté, restait dans un état de paralysie émotionnelle, son visage normalement impassible révélant maintenant un mélange de culpabilité, de peur et de honte. Il a fait un pas vers Elena et Gustavo, mais c'était par un geste ferme de son ex-épouse, « Ne t'approche pas ». Elena a averti d'une voix tranchante, « Tu as perdu ce droit il y a 15 ans ». Les premiers policiers ont commencé à entrer dans la cathédrale, causant une nouvelle vague d'agitation parmi les présents. Des journalistes les suivaient, leurs caméras capturant chaque moment du scandale qui figurerait sûrement en première page le lendemain. « Madame », un des policiers s'est approché d'Elena, « nous avons reçu des dénonciations de graves accusations contre les laboratoires Santos. Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour donner votre témoignage. »« Je ne vais nulle part sans mon fils », a-t-elle répondu, tenant toujours Gustavo comme si, en réponse, il avait commencé à reprendre conscience. Ses yeux s'ouvraient lentement. « Maman », le mot s'est échappé des lèvres de Gustavo avant qu'il ne puisse se contenir, provoquant une nouvelle vague de murmures parmi les invités qui restaient dans l'église. Le moment a été interrompu par l'arrivée des ambulanciers qui ont rapidement commencé à examiner Gustavo, tandis que plus de policiers entraient dans la cathédrale. Certains se dirigeaient directement vers Augusto Santos. Un délégué s'est présenté, « Nous avons un mandat de mise en détention préventive contre vous et d'autres directeurs des laboratoires Santos. Les accusations incluent la falsification de médicaments, l'homicide involontaire et la formation de cadres. » La nouvelle est tombée comme une bombe parmi les présents. Augusto Santos, le patriarche tout-puissant, a pâli visiblement. « C'est un abus. Vous n'avez pas de preuves. » En réalité, Elena est intervenue, encore proche de Gustavo qui recevait des soins, ils ont toutes les preuves. Des copies de chaque document de ce dossier ont été envoyées à la police, à la presse et au ministère public, exactement à 10 h ce matin. Vanessa a finalement trouvé sa voix en s'approchant de Gustavo, maintenant assis et soutenu par les ambulanciers. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» a-t-elle demandé. Mais sa question n'était pas adressée à Gustavo, mais à son propre père, Fernando Cardoso, qui avait pâli autant qu'Augusto Santos. « Tu savais tout ça, n'est-ce pas, père ?» a-t-elle insisté, sa voix tremblant. « C'est pour cela que tu étais si intéressé par ce mariage ? Les Cardoso sont-ils également impliqués dans les machinations des laboratoires Santos ?» Le silence de Fernando Cardoso a été plus éloquent que toute réponse. Vanessa a laissé tomber le bouquet, les fleurs blanches se répandant sur le sol en marbre de la cathédrale comme des symboles de son innocence brisée. « Nous devons emmener Monsieur Gustavo à l'hôpital », a annoncé un des ambulanciers. « Il a eu un choc émotionnel sévère et doit être surveillé. »« J'y vais avec lui », a déclaré Elena, et pour la première fois en 15 ans, personne n'a osé remettre en question son droit d'être aux côtés de son fils. Alors que Gustavo était emmené dans l'ambulance accompagné d'Elena, la police commençait à effectuer les arrestations. Augusto Santos, Ricardo Santos et d'autres cadres des laboratoires Santos ont été menottés devant les caméras de la presse. L'empire qu'ils avaient construit avec mensonges et crimes commençait à s'effondrer sous les yeux de tous. Vanessa observait tout comme si elle était dans un cauchemar, sa robe de mariée semblant maintenant une fantaisie grotesque au milieu du chaos. Son propre père était interrogé par des policiers dans un coin de l'église et elle pouvait voir dans ses yeux que d'autres révélations étaient à venir. À l'extérieur de la cathédrale, une foule se formait. Ce qui aurait dû n'être que la couverture d'un mariage de la haute société s'était transformé en l'un des plus grands scandales de l'histoire récente de Paris. Des journalistes diffusaient en direct tandis que des curieux se bousculaient pour essayer de voir quelque chose à travers les portes de l'église.
L'ambulance est partie avec Gustavo et Elena, sa sirène se joignant au cœur des sirènes policières qui dominaient maintenant le centre de Paris. Le fils et la mère, séparés par 15 ans de mensonges, étaient enfin réunis, bien que dans des circonstances que aucun des deux n'aurait pu imaginer. Dans la cathédrale, les derniers invités se retiraient, beaucoup déjà au téléphone avec leurs avocats, craignant les implications de leur propre connexion avec les laboratoires Santos. Ce qui avait commencé comme un mariage de la haute société se terminait comme le premier chapitre d'un scandale qui promettait de secouer les structures du pouvoir à Paris. Le prêtre, qui était resté silencieux pendant tout le chaos, s'est finalement manifesté, sa voix résonnant dans l'église presque vide. Que Dieu ait pitié de nous tous. Ces paroles semblaient être une prière, non seulement pour les présents, mais pour tous ceux qui avaient été victimes des pratiques criminelles des laboratoires Santos au fil des ans. La vérité, gardée si longtemps, était enfin révélée et ses conséquences commençaient tout juste à se déployer. Le silence dans la chambre de l'hôpital européen Georges Pompidou était interrompu seulement par le bip constant des moniteurs cardiaques. Gustavo, encore portant une partie de sa tenue de mariage, était allongé sur le lit d'hôpital, regardant fixement le plafond tout en essayant de comprendre les événements des dernières heures. Elena était assise à côté de lui, le dossier rouge sur ses genoux, l'objet qui avait transformé leur vie à jamais. « Je pense qu'il est temps que tu vois tout », a déclaré Elena doucement, ouvrant le dossier. « Tu mérites de connaître toute la vérité. » Gustavo a tourné son visage dans sa direction, ses yeux rencontrant les siens. C'était étrange de voir maintenant clairement les ressemblances. La même forme des yeux, le même ton de brun, même quelques gestes qu'il avait toujours pensé avoir hérité d'une mère qu'il n'avait jamais connue. Quelle ironie du destin, elle était là tout le temps. « Par où veux-tu commencer » a-t-il demandé, sa voix rauque. Elena a sorti une ancienne photographie du dossier. Pour commencer, c'était le jour où j'ai rencontré ton père. La photo montrait une jeune Elena en costume exécutif à côté de Ricardo Santos, tous deux souriant devant le bâtiment des laboratoires Santos. La date imprimée au dos indiquait il y a 25 ans. J'étais cadre du département international, a expliqué Elena, ses doigts caressant doucement la photo. Je venais de terminer mes études en administration avec une spécialisation en commerce extérieur. Ton père m'a personnellement embauché pour aider à l'expansion de l'entreprise. Elle a continué à sortir des documents du dossier, les organisant soigneusement sur le lit d'hôpital. Contrats, mémorandums, rapports financiers, tous soigneusement préservés au fil des ans. C'est en analysant une acquisition au Chili que j'ai découvert les premières irrégularités, a-t-elle poursuivi, montrant une série de tableaux avec des chiffres surlignés en rouge. Les laboratoires Santos falsifiaient les résultats des tests cliniques, altéraient les médicaments, soudoyaient les inspecteurs. Gustavo a pris l'un des documents avec des mains tremblantes. C'était un rapport détaillé sur les tests d'un médicament contre le cancer. Les résultats originaux avaient été complètement modifiés pour obtenir l'approbation réglementaire. Combien de personnes, a-t-il commencé, sa voix faiblissant, ont été tuées? Des centaines, a répondu Elena avec tristesse dans la voix. Peut-être des milliers. Nous n'avons jamais eu de chiffres exacts, ton grand-père était très prudent pour dissimuler les morts. Elle a ensuite sorti une enveloppe scellée. Mais le pire, ce n'était pas seulement les médicaments falsifiés, c'était la façon dont la famille traitait ceux qui menaçaient d'exposer la vérité. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait des coupures de journaux sur des accidents et des morts apparemment sans lien. Le nom de Maria Santos, ta tante, circulait dans l'une d'elles, a-t-elle dit. Gustavo a murmuré, se rappelant vaguement la tragédie familiale qui n'avait jamais été complètement expliquée. Elle a découvert les médicaments, a expliqué Elena, a tenté de dénoncer l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Une semaine plus tard, sa voiture est sortie de la route sur l'autoroute des Champs-Élysées. Il n'y a eu aucune enquête, ta famille a garanti que c'était un accident. Gustavo a fermé les yeux, ressentant la nausée. Toute sa vie, tout le luxe dans lequel il avait vécu, toutes les opportunités qu'il avait eues, tout avait été construit sur la mort et la souffrance. Elena a alors sorti un document qui semblait plus ancien que les autres, un acte de mariage. Ton père et moi nous sommes mariés en secret, a-t-elle dit. Il a promis que nous changerions tout, que nous nettoierions l'entreprise après que Jean soit devenue enceinte. Elena a souri tristement, montrant une échographie jaunie par le temps. C'était quand ton grand-père a tout découvert, a-t-elle continué. Les preuves que j'avais réunies, ma grossesse, il m'a donné un ultimatum. Elle a sorti un contrat du dossier, les pages tachées par de vieilles larmes. Où je devenais employé de la famille en gardant le silence sur tout ce que je savais,
ou je serais accusé d'espionnage corporatif et ne te verrai plus jamais, toi. Gustavo a lu le document, sa colère grandissant à chaque ligne. C'était un accord de confidentialité déguisé en contrat de travail, avec des clauses qui asservissaient pratiquement sa mère et son père. Il a simplement accepté cela, a-t-il demandé, sa voix tremblant de colère. Elena a soupiré profondément. Ricardo était faible, il a toujours choisi l'entreprise, le pouvoir, l'argent. Il m'a abandonné pour être l'employé qui allait élever son propre fils. Elle a alors montré plus de photographies, cette fois des moments que Gustavo reconnaissait. Sa première fête d'anniversaire, sa remise de diplôme, des événements familiaux, où Elena était toujours présente au fond, toujours en uniforme de femme de chambre, observant de loin chaque moment important de sa vie. J'étais là, pas comme ta mère, mais comme la personne qui servait les invités, qui nettoyait après les fêtes, qui observait depuis les ombres, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Je pouvais être un peu ta mère lorsque personne ne regardait. Gustavo a pris une des photos. Il avait environ 5 ans et soufflait les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Elena était au fond, souriant tout en tenant un plateau de boisson. Je me souviens de ce jour, a-t-il murmuré. J'ai renversé une boisson sur mon nouvel uniforme, tu m'as emmené pour changer de vêtements et chanter pour moi pendant que je pleurais. Elena a acquiescé en souriant à travers les larmes. C'étaient les seuls moments où je pouvais être un peu ta mère. Enfin, elle a sorti un dernier ensemble de documents du dossier. Ce sont les preuves les plus récentes des dernières 15 années, de nouveaux médicaments falsifiés, plus de morts dissimulées, des schémas de corruption encore plus grands. Son grand-père était devenu plus audacieux, plus négligent. Gustavo a examiné les documents, reconnaissant sa propre signature sur certains d'eux. Il avait participé à tout cela sans le savoir, étant complice involontaire d'un empire construit sur la mort et la souffrance. Pourquoi, maintenant, a-t-il demandé enfin, as-tu choisi de tout révéler le jour de mon mariage? Elena a lentement fermé le dossier rouge. Parce que tu méritais de connaître la vérité avant de t'unir à une autre famille impliquée dans les mêmes crimes. Les Cardoso ne sont pas innocents dans cette histoire, Gustavo. Ils sont aussi coupables que les Santos. Le silence qui a suivi a été interrompu par un coup à la porte. Un policier est entré dans la chambre, suivi de 2 délégués de la police fédérale. Madame Elena, a dit l'un d'eux, nous avons besoin de votre témoignage formel et de celui de Monsieur Gustavo dès que les médecins le permettront. Elena s'est levée, tenant fermement le dossier rouge. Je suis prête, a-t-elle attendu, 15 ans pour ce moment avant de partir. Elle s'est tournée vers Gustavo. Fils, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais souviens-toi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la guérison. Gustavo a regardé sa mère partir, portant avec elle les preuves d'une vie de mensonges et de crimes. Le dossier rouge qui avait gardé des secrets dévastateurs pendant si longtemps serait maintenant l'instrument de la justice et de la rédemption. La salle d'attente du commissariat de la police fédérale dans le quartier de Montmartre à Paris était chargée de tension. Gustavo, encore portant une partie de sa tenue de mariage maintenant froissée, regardait son père à travers la table en métal. Ricardo Santos, menotté et vêtu d'une combinaison grise de détenu, semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières 24 heures. « Pourquoi » a demandé Gustavo, coupant le silence comme un rasoir, « pourquoi as-tu laissé tout cela se produire » Ricardo s'est agité, inconfortablement dans sa chaise, le son des menottes résonnant dans la salle. « Mon fils, tu ne comprends pas, les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air, a-t-il commencé. Plus compliqué que de transformer la femme que tu aimais en la mère de ton fils, en une employée. Qu'est-ce qui est compliqué dans la vente de médicaments falsifiés qui tuent des innocents, dans l'empire des Santos ?» Ricardo a commencé, mais a été interrompu par un coup de poing que Gustavo a porté sur la table. « L'empire des Santos » a-t-il presque craché, est-ce ça qui t'importe? Un empire construit sur des morts, des mensonges et de la souffrance? Ricardo a baissé les yeux, incapable de faire face à la fureur de son fils. Tu ne sais pas ce que mon père était, le pouvoir qu'il avait sur nous tous. Quand il a découvert Elena, les preuves qu'elle avait, tu aurais pu te battre, Gustavo. Tu aurais pu rester à ses côtés, mais tu as préféré être complice d'assassinat. Assassinat, Gustavo a répété, furieux. Les enfants sont morts à cause des médicaments falsifiés des laboratoires Santos. Ricardo a enterré son visage dans ses mains menottées. J'ai essayé de changer les choses au début, quand j'ai rencontré Elena. Je pensais que nous pourrions transformer l'entreprise, faire les choses correctement, mais tu as abandonné. Ce n'était pas une question, Augusto avait aussi des preuves contre moi, a-t-il admis.
Des documents qui m'impliquaient dans des affaires illégales avant même de connaître Elena. Il a menacé de me dénoncer, de détruire ma vie, de te prendre. Alors tu as choisi de rester, Elena, pour te sauver. Je pensais que je protégeais tout le monde, a-t-il protesté. Elena a interrompu, si elle avait continué comme employée, au moins elle aurait pu être près de toi et j'aurais pu garantir sa sécurité. Quel genre de protection est-ce, Gustavo? Gustavo s'est approché de son père, ses yeux étincelants de colère. Faire que ma mère nettoie la maison où elle aurait dû être la dame d'honneur, servir des dîners, assister à des fêtes où elle aurait dû être l'hôtesse, me voir grandir en appelant une autre femme mère. Ricardo n'avait pas de réponse à cela. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage et Gustavo Cardoso continua. Il savait tout. N'est-ce pas pour cela qu'il désirait tant ce mariage avec Vanessa? Fernando Cardoso est notre principal distributeur, admit Ricardo. Il a aidé à dissimuler de nombreuses choses au fil des années. Le mariage serait un moyen de solidifier l'alliance, de garantir que les secrets restent enfouis. Gustavo ressentit des nausées. Son propre mariage n'avait été qu'un autre pion dans le sale jeu de sa famille. Vanessa le savait. Ricardo secoua la tête. Non, elle était, comme vous, maintenue dans l'ignorance pour sa propre protection. Protection. Gustavo cracha le mot comme s'il était venimeux. Vous ne nous protégiez pas, vous vous protégiez vous-même, votre argent, votre pouvoir. Il s'éloigna de la table et marcha jusqu'à la fenêtre grillagée. Dehors, la ville continuait sa routine, indifférente au drame qui se déroulait dans cette salle. Sais-tu ce qui est pire? Il se tourna de nouveau vers son père. Ce n'est pas seulement le fait qu'il m'ait menti toute ma vie, c'est savoir que chaque privilège que j'ai eu, chaque opportunité, chaque moment de bonheur, tout a été construit sur la souffrance de personnes innocentes, mon fils. Ricardo tenta de se lever, mais les menottes le maintenaient attaché à la table. Ne m'appelle pas fils, Gustavo. Un père protège sa famille, un père lutte pour ce qui est juste. Toi, tu n'es qu'un lâche qui a choisi le pouvoir et l'argent au-dessus de l'amour. À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit. Un délégué de la police fédérale entra, accompagné d'Elena. Nous devons poursuivre les dépositions, annonça le délégué. Madame Elena, nous devons confirmer certaines informations concernant les documents que vous avez fournis. Elena entra dans la salle, sa posture droite et digne, sans aucun signe de soumission qui aurait caractérisé ses années comme employée. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Ricardo et Gustavo put voir toute l'histoire d'amour, de trahison et de douleur qui les reliait. Je vais vous laisser maintenant, dit Gustavo en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Père, j'espère que tout cela en valait la peine, tout l'argent, tout le pouvoir. J'espère que cela a compensé la destruction de tant de vies. Lorsque la porte se ferma derrière lui, Gustavo s'appuya contre le mur du couloir, ressentant le poids de toutes les révélations sur ses épaules. L'empire des Santos s'effondrait et avec lui toutes les certitudes qui avaient guidé sa vie jusqu'à présent. De l'autre côté de la porte, on pouvait entendre le début de la déposition, les voix étouffées de ses parents. Un affrontement retardé de 15 ans qui se produisait enfin. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin révélée et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il était presque minuit lorsque Elena et Gustavo quittèrent enfin le commissariat fédéral. La ville de Paris était enveloppée d'une fine bruine typique des nuits d'hiver. La voiture qui les attendait n'était plus la luxueuse limousine du comté, mais un Uber discret les conduisit à l'appartement d'Elena dans le 16e arrondissement. Pendant le trajet, ils restèrent silencieux, absorbant les événements de la journée. Gustavo portait encore des morceaux de son costume de mariage, maintenant froissé et taché, un rappel physique de la façon dont sa vie avait complètement changé en quelques heures. À leur arrivée dans le bâtiment modeste où Elena vivait, Gustavo ressentit une pression dans la poitrine. Combien de fois elle était-elle revenue seule dans cet endroit après de longues heures passées à servir dans le manoir où elle aurait dû vivre en tant que dame. Le contraste entre cet appartement simple et la luxueuse maison des Santos était trop douloureux pour l'ignorer. Ce n'est pas beaucoup, dit doucement Elena, comme si elle lisait ses pensées, en ouvrant la porte. Mais c'est ma maison. L'appartement était petit mais accueillant. Sur les murs, Gustavo remarqua quelque chose qui fit serrer son cœur. Des dizaines de photos de lui, depuis bébé jusqu'à l'âge adulte, soigneusement organisées en une ligne chronologique. « Tu as gardé toutes ces photos ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Elena s'approcha en touchant doucement une des photographies. « Chaque moment que j'ai pu capturer, même de loin, même si je devais faire semblant de simplement nettoyer ou arranger quelque chose de près pour pouvoir prendre une photo. »
Gustavo s'arrêta sur une image spécifique. Lui, âgé d'environ 6 ans, dormant sur le canapé de la bibliothèque. Sur la photo, Elena était assise par terre à côté de lui, veillant sur son sommeil. « Je me souviens de ce jour, dit-elle en souriant tristement. Tu avais une forte fièvre, ta mère, la femme que tu appelais maman, était à une fête caritative et ton père en voyage d'affaires. Je suis resté toute la nuit à tes côtés, racontant des histoires jusqu'à ce que tu t'endormes. Je me souviens de ta voix, murmura Gustavo. Des histoires que tu racontais? J'ai toujours pensé que c'était des rêves, des souvenirs confus de fièvre. » Elena alla à la cuisine et commença à préparer un thé. Ses mouvements étaient précis, résultat d'années à servir les autres, mais maintenant il y avait une différence. Elle ne servait plus en tant qu'employée, mais en tant que mère. « Pourquoi ne l'as-tu jamais fait ?» Gustavo hésita en s'asseyant à la petite table de la cuisine. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me le dire avant ?» Il posa 2 tasses de thé sur la table et s'assit en face d'elle. « Il y a eu des moments où j'ai failli tout raconter, tant de fois où tu étais triste, où tu avais besoin de réconfort, où tu célébrais une réussite, mais la peur était plus grande, peur que quelqu'un ne t'éloigne complètement de moi, répondit-elle, les mains tremblant légèrement en tenant la tasse. Ton grand-père a bien fait comprendre que si j'essayais quoi que ce soit, je ne te verrais plus jamais et il y avait les preuves des crimes des laboratoires Santos. Je savais qu'il n'hésiterait pas à me détruire pour garder les secrets. » Gustavo tendit la main sur la table, touchant les doigts de sa mère pour la première fois avec une réelle connaissance de qui elle était. « Cela a dû être un enfer, murmura-t-il. Te voir grandir, t'appeler maman, laisser les larmes couler librement, te voir éduquer pour admirer une famille construite sur des mensonges et des crimes. Chaque jour était une nouvelle approbation. » Elle se leva et alla jusqu'à un petit coffre dans la salle, revenant avec un objet qui fit retenir son souffle, une petite chaussure de bébé, son premier chausson. Elle expliqua en caressant l'objet avec amour. « J'ai réussi à cacher quand on m'a forcé à assumer le rôle d'employé. C'est la seule chose que j'ai de l'époque où j'ai pu être officiellement ta mère. » Gustavo prit la chaussure avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être réel. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « Combien de temps peux-tu être ma mère avant qu'il y ait eu 3 mois ?» Elena répondit, sa voix presque un murmure. « Tu n'avais que 3 mois quand ton grand-père a tout découvert. C'est alors qu'il a présenté l'ultimatum, soit j'acceptais de devenir employé, soit je ne te verrai plus jamais et mon père. » Gustavo demanda, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il n'a même pas essayé de se battre. Elena secoua tristement la tête. Ricardo a toujours été faible face à son père. Quand Augusto a menacé d'exposer les crimes dans lesquels il était impliqué, ton père a choisi la voie la plus facile, m'a abandonné pour se protéger lui-même. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la pluie dehors remplissant le vide. Puis Gustavo posa la question qui le tourmentait depuis les révélations à l'église. « Comment as-tu réussi ? Comment as-tu supporté toutes ces années de me voir grandir en devant prétendre n'être qu'une employée ?» Elena sourit à travers les larmes. « L'amour d'une mère, Gustavo. Il nous fait supporter l'impossible. Chaque petit moment avec toi, même si c'était juste pour servir ton petit déjeuner ou arranger ton lit, était un trésor pour moi. Je pouvais être près de toi, te voir grandir, t'aimer, même en silence. » Elle se leva de nouveau et alla jusqu'à une étagère, revenant avec un album de photos. Chaque réussite, chaque sourire, chaque moment important, j'étais là dans les coins, dans les ombres, mais j'étais là. Ensemble, ils commencèrent à feuilleter l'album. Chaque page révélait une nouvelle facette de leur histoire. Des moments que Gustavo ne savait même pas avoir été enregistrés, de petits gestes d'affection qui maintenant avaient du sens, des regards d'amour maternel qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Ici, Elena pointa une photo d'une fête de remise de diplôme. Tu venais de terminer tes études universitaires. Pendant que tout le monde célébrait, tu es venu à la cuisine et m'as serré dans tes bras, remerciant pour toute l'affection au fil des ans. Ce câlin était comme si, pendant un moment, tu savais qui j'étais vraiment. Gustavo se souvenait de ce moment à l'époque, il n'a pas compris pourquoi il ressentait une connexion si forte avec l'employé de la famille. Maintenant, tout faisait sens. Pardonne-moi, dit-il soudainement, la voix étranglée par hier soir d'avoir humilié quand je t'ai rencontré avec la robe de mariée. Elena toucha son visage avec tendresse. Il n'y a rien à pardonner. Tu ne le savais pas et ce moment où je t'ai vu si furieux contre moi m'a donné le courage de tout révéler. Je ne pouvais pas te laisser te marier sans connaître la vérité sur ta famille, sur moi. La nuit avançait et mère et fils continuaient à parler, rattrapant 15 ans de silence forcé. Il restait encore beaucoup à dire, beaucoup à comprendre, mais maintenant ils avaient le temps.
L'empire des Santos pouvait être en train de s'effondrer, mais quelque chose de nouveau et de vrai naissait des ruines. La relation entre une mère et son fils, enfin libre des mensonges qui les avaient maintenus séparés pendant si longtemps. Le siège de la police fédérale à Paris bourdonnait d'activité ce lundi matin. 3 jours s'étaient écoulés depuis le scandale à la cathédrale Notre-Dame et les enquêtes avançaient à un rythme accéléré. Au 10e étage de l'immeuble, une salle spécialement désignée pour l'équipe d'intervention qui enquêtait sur les laboratoires Santos était remplie d'enquêteurs, de procureurs et d'analystes financiers. La déléguée Béatrice Mendes, vétérane des affaires de crimes corporatifs, analysait attentivement les documents fournis par Elena. Le dossier rouge, désormais légendaire, s'était transformé en des dizaines de fichiers numérisés couvrant les murs de la salle dans une carte élaborée de connexions criminelles. Ce que nous avons ici est bien plus vaste que ce que nous imaginions, expliqua-t-elle à son équipe en pointant un écran affichant des graphiques complexes de transactions financières. Les laboratoires ne se contentaient pas de falsifier des médicaments. Ils ont créé un réseau international de corruption qui s'étend sur 5 pays. L'enquête révélait des couches de plus en plus profondes de crimes. Les documents montraient que l'entreprise avait établi des laboratoires clandestins en Bolivie et au Paraguay où des médicaments falsifiés étaient produits sans aucun contrôle de qualité. Ces remèdes étaient ensuite légalisés à travers un réseau complexe de façades et distribués dans toute l'Amérique latine. Dans une salle d'interrogatoire voisine, Augusto Santos faisait face à une nouvelle série de questions. Le patriarche de la famille, autrefois imposant dans ses costumes italiens, paraissait maintenant plus petit dans son uniforme de détenu. Monsieur Santos, le procureur Daniel Vasconcelos commença. Les documents montrent que vous avez personnellement autorisé la falsification du médicament Cardiox. Étiez-vous conscient que ce remède était utilisé par des patients cardiaques en état grave? Augusto resta silencieux, arrogant, mais ses mains tremblaient légèrement sur la table. Le procureur continua, implacable. Nous avons ici des rapports indiquant 243 décès directement liés à la version altérée du Cardiox, 243 familles détruites, Monsieur Santos. Et ce n'est qu'un médicament parmi des dizaines. À un autre étage de l'immeuble, Elena donnait un autre témoignage, cette fois axé sur les opérations financières de l'entreprise. Son expérience en tant qu'ancienne cadre du département international se révélait inestimable. Des comptes offshore pour blanchir l'argent des ventes de médicaments falsifiés. Elle expliqua en pointant divers documents que l'argent quittait la France comme paiement pour des consultations et revenait propre grâce à des investissements étrangers. L'enquête commençait également à révéler des connexions politiques troublantes. Des emails et des registres de transferts bancaires montraient des paiements réguliers à divers politiciens et fonctionnaires de haut rang, y compris des directeurs de l'ANSM et des membres du ministère de la Santé. Gustavo, qui suivait une partie des enquêtes en tant que témoin, se sentait de plus en plus horrifié par chaque nouvelle découverte. Dans une salle réservée, il examina des rapports détaillant comment l'entreprise avait délibérément retardé le rappel de médicaments qu'il savait contaminés. Ils ont calculé, murmura-t-il en lisant les documents avec horreur croissante. Ils ont estimé qu'il serait moins coûteux de payer des indemnités pour certains décès que de retirer tout le lot. La déléguée Béatrice, qui était avec lui dans la salle, acquiesça gravement. Nous avons trouvé des feuilles de calcul détaillées comparant le coût du rappel avec la valeur moyenne des indemnités par décès. Ils ont transformé des vies humaines en chiffres dans une feuille Excel. L'enquête s'étendait également au laboratoire Cardoso, l'entreprise du père de Vanessa Fernando Cardoso, placée en détention préventive, commençait à montrer des signes qu'il pourrait faire une délation récompensée. Les Cardoso étaient plus que des distributeurs, expliqua un analyste de la police fédérale en montrant une série de documents. Ils étaient responsables de créer une apparence de légitimité pour les médicaments falsifiés, utilisant leur réseau de distribution pour mélanger des médicaments authentiques avec les faux, rendant le traçage difficile. À mesure que les enquêtes avançaient, davantage d'employés des laboratoires Santos commençaient à se manifester avec de nouvelles informations. Une ancienne chimiste du département de contrôle de qualité apporta des registres détaillés montrant comment elle était contrainte d'approuver des lots de médicaments sachant qu'ils étaient en dehors des normes. Ils nous menaçaient, rapporta-t-elle dans son témoignage émouvant. Si je ne les approuvais pas, l'accident de voiture aurait été méticuleusement planifié. Nous avons trouvé des enregistrements de paiement à un ancien policier la semaine de l'accident, informa un enquêteur. Le même homme était lié à 3 autres accidents impliquant des personnes menaçant d'exposer l'entreprise. À la fin de cet après-midi, la déléguée Béatrice convoqua une réunion avec toute l'équipe d'enquête. Les preuves collectées au cours des 3 premiers jours étaient déjà suffisantes pour soutenir de multiples accusations criminelles.
nous avons des preuves concrètes de divers crimes, résuma-t-elle. Homicide dolosif avec intention éventuelle dans plus de 200 cas, formation de bande, blanchiment d'argent, corruption active et passive, falsification de médicaments, fraude fiscale, la liste ne cessait de s'allonger. L'enquête révélait également le rôle crucial d'Elena dans la collecte des preuves au fil des ans. Sa position d'employée lui avait ironiquement donné accès à des conversations et des documents que personne n'aurait imaginé qu'elle puisse comprendre ou enregistrer. Chaque document qu'elle a gardé, commenta l'un des procureurs, chaque conversation enregistrée, chaque preuve collectée était un travail de renseignement digne d'un agent professionnel. À la fin de la journée, Gustavo et Elena se retrouvèrent dans la cafétéria de l'immeuble. Le poids des découvertes se voyait sur leur visage. « Comment as-tu réussi ?» demanda Gustavo en tenant la main de sa mère. « Comment as-tu supporté de tout savoir pendant tant d'années ?» Elena regarda par la fenêtre, observant le soleil se coucher sur Paris. Au début, c'était une question de survie et de rester près de toi. Puis, cela devint une mission. Chaque vie qu'il détruisait, chaque famille qu'il ruinait, je savais qu'un jour la vérité devait éclater. L'enquête était loin d'être terminée, mais une chose était déjà claire, l'Empire des Santos, construit sur des décennies de crimes et de mensonges, était définitivement condamné et avec sa chute, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de justice, de vérité et de rédemption. L'appartement luxueux de Vanessa Cardoso, situé dans l'un des immeubles les plus exclusifs des Champs-Élysées, était plongé dans la pénombre. Une semaine s'était écoulée depuis le jour désastreux du mariage et elle restait recluse, évitant les centaines d'appels et de messages qui ne cessaient d'arriver. La robe de mariée, toujours pendue, reposait sur un fauteuil comme un fantôme blanc de ce qui aurait pu être. La sonnette retentit, brisant le silence funèbre de l'appartement. Vanessa l'ignora comme elle l'avait fait les jours précédents, mais la personne de l'autre côté était insistante. Enfin, la voix d'Elena traversa la porte. « Vanessa, nous devons parler. Tu mérites de connaître toute la vérité. » Pendant quelques instants, rien ne se passa, puis le doux bruit de pas et le clic de la serrure. Vanessa ouvrit la porte, son visage marqué par des jours de pleurs et de nuits mal dormies. Elle portait un haut en soie noire, contrastant dramatiquement avec sa pâleur. « Quelle vérité ?» Sa voix sortit rauque. « La vérité sur comment tu as détruit mon mariage, ou sur comment tu as détruit 2 familles. » Elena entra silencieusement dans l'appartement, portant un dossier, non le fameux dossier rouge, mais un nouveau bleu marine. La vérité sur le rôle des Cardoso dans tout cela, la vérité que ton père n'a jamais eu le courage de te dire. Vanessa chancela légèrement, s'appuyant contre le mur. « Je ne veux pas savoir, répondit-elle. « Pourquoi ?» demanda doucement Elena. « Parce que tu es comme Gustavo, tu mérites de connaître l'empire de mensonges qui a financé ta vie de privilège. » Elles se dirigèrent vers le salon où Vanessa s'assit enfin, semblant épuisée. Elena ouvrit le dossier et commença à disposer des documents sur la table basse. « Ta famille n'était pas seulement distributrice des laboratoires Santos, Elena commença. Les Cardoso étaient des partenaires actifs dans le système de falsification de médicaments. Ton père a développé tout le système de distribution qui permettait de mélanger des médicaments authentiques avec les faux. Tu mens, murmura Vanessa. Mais ta voix trahissait le doute. Voici des enregistrements de transferts bancaires, continua Elena, montrant une série de comptes offshore, des entreprises fantômes toutes liées au laboratoire Cardoso. Ton père n'a pas construit un empire pharmaceutique légitime, Vanessa, il a construit un réseau de distribution pour des médicaments altérés. Les mains de Vanessa tremblaient alors qu'elle prenait les papiers, reconnaissant la signature de son père sur divers documents. Autorisation pour des transactions qui révélaient désormais leur véritable but sinistre, la clinique d'oncologie, murmura-t-elle soudainement, les yeux s'écarquillant de compréhension terrifiante. La clinique qui soignait ma mère. Elena acquiesça tristement. Les médicaments de chimiothérapie faisaient partie du système, des remèdes dilués, certains complètement faux. Vanessa se leva brusquement, courant vers la salle de bain. Le son de ses vomissements résonna dans l'appartement. Lorsqu'elle revint, son visage était encore plus pâle. « Ma mère est morte il y a 3 ans, dit-elle, la voix tremblante. Le cancer du sein. Les médecins disaient qu'il était étrange que le traitement ne fonctionnait pas, qu'elle réagissait de manière inhabituelle à la chimiothérapie. Ton père savait, confirma Elena doucement. Il savait que les médicaments étaient faux, mais le profit était trop grand pour arrêter. Vanessa s'effondra sur le canapé, des larmes silencieuses coulant sur son visage. C'est pour cela qu'il a tant insisté pour le mariage avec Gustavo, pour protéger le système. Le mariage serait l'union définitive entre les familles,
rendant pratiquement impossible quiconque d'enquêter trop profondément sans détruire les deux côtés. Un lourd silence s'installa dans la salle. Vanessa regardait fixement la robe de mariée comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu as essayé la robe la veille du mariage ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi ?» Elena sourit tristement. « Parce qu'il y a 25 ans, j'ai aussi été fiancée, j'ai aussi eu des rêves d'un avenir heureux, mais ton beau-père, ton ancien beau-père et Augusto Santos sont tout détruits. » Elle raconta alors à Vanessa toute l'histoire, sa romance avec Ricardo, le mariage secret, la grossesse. Se voyant offrir un avantage qui l'a transformée en employée à chaque révélation, Vanessa sentait son monde s'effondrer encore plus. « Comment as-tu supporté ?» demanda-t-elle finalement. « En te voyant tous les jours, ne pouvant dire que j'étais ta mère, l'amour d'une mère nous fait supporter l'impossible, répondit Elena simplement. Mais je ne suis pas venue ici seulement pour raconter des histoires tristes. Je suis venue parce que tu dois prendre une décision. » Elle sortit un autre document du dossier. Ton père envisage de faire une délation récompensée, mais avant il veut ton autorisation. Vanessa prit le document avec des mains tremblantes. C'était une lettre de son père écrite depuis la prison, expliquant les détails du système et implorant son pardon. Il craint que la vérité ne te détruise. Elena expliqua, mais tu es plus forte que tu ne le penses, plus forte que tout il ne le pensait. Vanessa lut la lettre plusieurs fois, ses larmes tachant le papier. Enfin, elle leva les yeux vers Elena. Que se passe-t-il s'il fait la délation? Il recevra une peine réduite. Plus important, il aidera à démanteler tout le réseau criminel, sauvera des vies. Vanessa empêchera d'autres familles de perdre leurs proches à cause de médicaments falsifiés. Vanessa se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville de Paris s'étendait en dessous, des millions de vies interconnectées, combien d'entre elles étaient affectées par les crimes de ta famille? Comment puis-je aider? demanda-t-elle finalement, se retournant vers Elena. Un petit sourire apparut sur le visage d'Elena. Tu as accès aux documents que ton père gardait à la maison, des registres qui peuvent aider l'enquête, plus important encore, tu as ta voix, ton témoignage sur comment même la famille Cardoso a été victime de ce système. Cela peut faire la différence. Vanessa acquiesça lentement, marcha jusqu'au fauteuil et prit la robe de mariée, maintenant un symbole d'une union qui n'aurait jamais dû se produire. Je vais donner cette robe, déclara-t-elle, et j'utiliserai l'argent de la vente pour créer une fondation pour aider les familles qui ont perdu des proches à cause de médicaments falsifiés. Elena s'approcha, touchant doucement le bras de Vanessa. Tu n'es pas coupable des crimes de ton père, tout comme Gustavo n'est pas coupable des crimes des Santos, mais vous deux avez la chance de faire la différence maintenant. Vanessa regarda Elena, la voyant vraiment pour la première fois, non pas comme l'employé qui a ruiné son mariage, mais comme une femme qui a tout sacrifié pour exposer la vérité. « Aide-moi » demanda-t-elle d'une voix faible, « à faire ce qui est juste. » Elena sourit en acquiesçant. Il est toujours temps de transformer cette histoire de tragédie en quelque chose qui peut aider les autres. Elles ont commencé à planifier les prochaines étapes. La vérité avait détruit le mariage de Vanessa, mais elle lui avait également donné un nouveau but. Peut-être pensa-t-elle, en regardant sa robe de mariée une dernière fois, que certaines choses devaient être détruites pour que quelque chose de mieux puisse naître de ses cendres. Paris s'est réveillé ce matin-là avec les gros titres sur tous les journaux. L'empire Dupont s'effondre, le plus grand réseau de falsification de médicaments du pays est démantelé. Les images d'Augusto Dupont, Ricardo Dupont et Fernando Cardoso menottés en route vers la prison occupaient les premières pages de tous les médias. Au siège des laboratoires Dupont, au cœur financier de la ville, des agents de la police nationale et de la Direction générale des finances publiques réalisaient une opération sans précédent. Des dizaines de voitures de police entouraient l'imposant immeuble de verre et d'acier tandis que des employés abasourdis étaient orientés à quitter les lieux, emportant leurs affaires dans des cartons improvisés au 40e étage où se trouvait la présidence de l'entreprise. Gustavo observait l'agitation en bas. Il avait été autorisé par la police nationale à accompagner les recherches, non plus en tant qu'héritier de l'Empire Dupont, mais en tant que collaborateur des enquêtes. Monsieur Dupont appela d'une voix derrière lui, c'était la déléguée T.R. Mendes. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir dans une salle de réunion transformée en centre d'opération. Les enquêteurs avaient découvert un coffre caché derrière un panneau de bois. À l'intérieur, en plus de documents compromettants, il y avait une série de vidéos, des enregistrements de réunions du conseil, expliqua la déléguée en insérant une clé USB dans un ordinateur portable. Son grand-père semblait aimer garder une trace de ses décisions importantes. L'image tremblante montrait une réunion d'il y a 15 ans. Augusto Dupont était assis à la tête de la table, plus jeune mais pas moins intimidant. De l'autre côté, Elena, encore habillée en cadre,
affrontait le patriarche avec dignité. Vous pensez vraiment pouvoir menacer cette famille? Les méthodes que vous exposez n'auront aucune conséquence, tonne la voix d'Augusto dans la vidéo. Des enfants meurent, répondit fermement Elena. Des enfants meurent à cause de vos médicaments falsifiés et des milliers vivent grâce aux emplois que nous générons. Augusto tapa sur la table. Tu es enceinte, Elena. Pense à ton fils. Que penses-tu qu'il arrivera s'il est arrêté pour espionnage industriel? Gustavo sentit son estomac se nouer en voyant la cruauté avec laquelle sa mère avait été chantagée, documentée en vidéo. C'était presque à un autre étage de l'immeuble que les auditeurs de la Direction générale des finances publiques découvraient la véritable ampleur du réseau financier. Des tableaux détaillés montraient un système complexe de blanchiment d'argent s'étendant sur plusieurs pays. Les profits des médicaments falsifiés étaient astronomiques. Un auditeur expliqua, « Nous estimons que, au cours des 20 dernières années, le réseau a déplacé plus de 5 milliards d'euros. L'argent était blanchi à travers un réseau de sociétés fantômes réparties dans des paradis fiscaux. Les laboratoires Dupont maintenaient une façade de légitimité tandis qu'une structure parallèle produisait et distribuait des médicaments falsifiés. Dans la salle de la présidence, les enquêteurs trouvèrent d'autres preuves troublantes, une liste détaillée d'accidents nécessaires, des personnes ayant menacé d'exposer le réseau et ayant été réduites au silence. Le nom de Maria Dupont de Gustavo figurait parmi eux, avec des annotations manuscrites d'Augusto détaillant comment l'accident devait paraître convaincant. Votre grand-père était méthodique, commenta la déléguée Béatrice en observant Gustavo examiner les documents. Il gardait une trace de tout, probablement comme garantie contre les trahisons dans le département juridique. D'autres découvertes choquantes émergèrent, des contrats de confidentialité signés sous la contrainte, des accords extrajudiciaires avec les familles des victimes et un vaste réseau de pots-de-vin atteignant même les plus hauts échelons du gouvernement. Fernando Cardoso, après avoir consulté Vanessa et reçu son approbation, commença sa délation dans une salle d'interrogatoire de la police nationale. Il détaillait comment les laboratoires Cardoso étaient devenus une pièce maîtresse du réseau. La distribution était la partie la plus délicate, expliqua-t-il. Nous mélangions les vrais médicaments avec les faux en proportions calculées pour rendre la détection difficile. Les hôpitaux et les pharmacies qui remettaient en question l'efficacité étaient réduits au silence par des pots de vin ou des menaces. Au fur et à mesure que la journée avançait, de plus en plus d'employés des laboratoires Dupont commençaient à collaborer avec les enquêtes. Des chimistes, des techniciens et des managers révélaient comment ils avaient été contraints de participer au réseau, certains sous la menace de mort. En bourse, les actions des laboratoires Dupont s'effondraient. L'empire construit sur 3 générations s'écroulait en quelques heures. Les investisseurs se précipitaient pour se défaire de leur participation tandis que les analystes prédisaient la faillite imminente de l'entreprise. Que va-t-il arriver aux employés? Demanda Gustavo à la déléguée, préoccupée par les milliers d'employés innocents. Nous sommes en coordination avec le ministère de la Santé, répondit-elle. L'idée est que d'autres entreprises du secteur absorbent la structure légitime des laboratoires Dupont, préservant ainsi les emplois. En fin d'après-midi, Elena arriva au siège de l'entreprise. Il était étrange d'entrer par la porte principale, non plus en tant qu'employé, mais en tant qu'élément clé dans la chute de l'Empire qui les avait submergés pendant si longtemps. C'est surréaliste, commenta-t-elle en observant les enquêteurs travailler. J'ai passé 15 ans à nettoyer ces salles, à écouter des conversations, à collecter des preuves, et maintenant. Gustavo embrassa sa mère, ressentant le poids du moment. Tu as réussi, maman. Tu as révélé la vérité. Un enquêteur s'approcha d'eux avec une nouvelle découverte, un journal tenu par Ricardo Dupont. Dans celui-ci, le père de Gustavo révélait son tourment d'avoir abandonné Elena et permis à son fils de grandir au milieu des mensonges. Mon père n'était pas un homme mauvais, dit doucement Elena en feuilletant le journal. Il a choisi la voie la plus facile quand il aurait dû se battre. Les enquêtes continuèrent pendant des semaines, mais ce jour-là, l'Empire Dupont avait effectivement cessé d'exister. Des décennies de crimes, de mensonges et de morts étaient révélés grâce au courage d'une femme qui refusa de rester silencieuse. Dans le parking de l'immeuble, Gustavo et Elena observaient le soleil se coucher sur Paris. L'horizon de la ville semblait différent maintenant, comme si un poids avait été enlevé. « Que ferons-nous maintenant » demanda Gustavo. Elena sourit en prenant la main de son fils. « Maintenant, nous recommençons. Nous construisons quelque chose de nouveau, basé sur la vérité. » En quittant l'immeuble, les dernières lueurs du jour se reflétaient dans les fenêtres de ce qui avait autrefois été le symbole du pouvoir des Dupont.
L'Empire était tombé, mais de ses ruines, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, une histoire de rédemption, de vérité et de justice. 3 mois s'étaient écoulés depuis la chute de l'Empire Dupont. Le tribunal de grande instance de Paris était bondé ce matin-là. Le procès qui déciderait du sort d'Augusto Dupont, Ricardo Dupont et d'autres dirigeants des laboratoires Dupont allait enfin commencer. Elena et Gustavo traversèrent ensemble les couloirs du tribunal, maintenant non plus en tant qu'employés et patrons, mais en tant que mère et fils unis dans la quête de justice. Les regards des présents les suivaient. Cette histoire avait captivé l'attention de tout le pays, devenant un symbole de la lutte contre la corruption d'entreprise. Tout le monde est présent, annonça la déléguée Béatrice en s'approchant d'eux. Augusto est particulièrement nerveux aujourd'hui. La délation de Fernando Cardoso a été dévastatrice pour la défense. Le tribunal était rempli de journalistes, de familles des victimes des médicaments falsifiés, d'anciens employés des laboratoires Dupont. Tous attendaient le début de la session. En première ligne, Vanessa était assise, non plus en tant que mariée abandonnée, mais en tant que femme déterminée à corriger les erreurs de sa famille. Lorsque les accusés furent amenés, le contraste était frappant. Augusto Dupont, autrefois imposant dans ses costumes italiens, semblait maintenant petit et vieilli dans son uniforme de prison. Ricardo gardait les yeux baissés, incapable de regarder son fils et la femme qui l'avaient trahi. Le juge déclara ouverte la session. Affaire numéro 4325, annonça le juge. Les accusations sont nombreuses, homicide volontaire avec préméditation dans 243 cas confirmés, formation de bande, falsification de médicaments, blanchiment d'argent, corruption active et passive, entre autres crimes. Elena fut la première à témoigner. D'une voix ferme, elle narra son histoire, la romance avec Ricardo, la découverte des crimes des laboratoires Dupont, le chantage qui l'avait forcé à devenir employé pendant 15 ans. J'ai observé de près comment l'Empire Dupont détruisait des vies, non seulement à travers les médicaments falsifiés, mais aussi par la corruption qu'il répandait comme un poison dans la société. Les preuves étaient irréfutables, les vidéos trouvées dans le coffre d'Augusto, les documents méticuleusement gardés par Elena, les témoignages des employés et la délation de Fernando Cardoso formaient un tableau complet de décennies de crimes. L'une des parties les plus marquantes du procès fut le témoignage des familles des victimes. Une à une, les personnes se levaient pour raconter comment elles avaient perdu des proches à cause des médicaments falsifiés des laboratoires Dupont. « Ma fille n'avait que 7 ans, déclara une mère en larmes. Le cancer répondait au traitement jusqu'à ce que, soudainement, les médecins ne comprennent pas pourquoi la chimiothérapie a cessé de fonctionner. Maintenant, nous savons que les médicaments étaient faux. » Gustavo témoigna ensuite, décrivant comment il avait découvert la vérité sur sa famille et l'impact dévastateur de cette révélation. « Je grandissais en admirant un empire construit sur la mort et la souffrance, dit-il d'une voix chargée d'émotion. Chaque privilège que j'ai eu, chaque opportunité a été payée avec le sang d'innocentes personnes. » Pendant la pause du procès, Elena rencontra Ricardo dans une salle réservée. C'était la première fois qu'il parlait seul depuis la chute de l'Empire. « Pourquoi, Ricardo ?» demanda-t-elle. « Simplement pourquoi tu as choisi le pouvoir au lieu de l'amour, » répondit-il. « Ces derniers mois, j'ai vieilli de décennies. J'étais faible. » Il admit, « Mon père, tu ne sais pas comment il était. Les menaces, la pression. J'aurais dû me battre pour toi et pour notre fils, mais j'ai choisi la voie la plus facile. » Elena répondit, « La voie la plus facile a coûté des centaines de vies. » Elle ajouta, « J'ai passé 15 ans de ma vie en tant qu'employé, observant mon propre fils grandir, l'appelant mère. » Lorsque le procès reprit, ce fut au tour d'Augusto Dupont de comparaître devant le tribunal. Son arrogance s'était finalement brisée face aux preuves accablantes. « Les laboratoires Dupont étaient ma vie, » déclara-t-il. « Ils m'ont convaincu que les fins justifiaient les moyens, que certaines morts étaient acceptables pour le bien supérieur de l'empire que nous avons construit. » Le procureur fut impitoyable dans son argumentation finale. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement un cas de cupidité d'entreprise, c'est un exemple de comment le pouvoir et l'argent peuvent corrompre complètement l'âme humaine. Les accusés n'ont pas seulement produit des médicaments falsifiés, ils ont délibérément choisi le profit sur la vie humaine. Après 5 jours de procès, les sentences furent prononcées. Augusto Dupont fut condamné à 92 ans de prison, Ricardo reçut une peine de 45 ans réduite en raison de sa collaboration partielle avec les enquêtes, et d'autres dirigeants furent condamnés à des peines allant de 15 à 60 ans. À la fin de la session, Gustavo et Elena restèrent dans le tribunal vide, traitant le moment historique auquel ils avaient assisté. « C'est étrange, » commenta Gustavo,
une partie de moi a encore pitié de lui, de mon père. Elena serra doucement la main de son fils. C'est naturel. Malgré tout, il est ton père. Mais aujourd'hui, la justice a été rendue, non seulement pour nous, mais pour toutes les familles qui ont souffert. Vanessa s'approcha d'eux, portant un dossier. Les documents sont prêts, annonça TL. La fondation Vie d'abord est déjà enregistrée. Nous utiliserons l'argent de la vente des biens des Cardoso pour aider les familles affectées par les médicaments falsifiés. L'idée de la fondation avait émergé pendant les mois du procès. Gustavo et Vanessa, bien qu'ils ne soient plus en couple, s'étaient unis dans un but plus grand, transformer la tragédie de leur famille en quelque chose de positif. La première clinique sera inaugurée le mois prochain, annonça Vanessa. Nous offrirons des traitements gratuits aux patients victimes de médicaments falsifiés. Elena sourit en observant comment son fils et sa belle-fille avaient trouvé un chemin de rédemption au milieu de la destruction de leur famille. En quittant le tribunal, les trois s'arrêtèrent sur les escaliers, observant le mouvement de la ville. L'empire Dupont était tombé, mais quelque chose de nouveau et de plus significatif naissait de ses ruines. Tu sais, Elena, dit Gustavo, pendant toutes ces années en tant qu'employé, je rêvais du jour où la vérité éclaterait, mais je n'aurais jamais imaginé que de cette vérité naîtrait autant d'espoir. Elena répondit, oui, parfois, il faut tout perdre pour trouver notre véritable but. Vanessa ajouta, le mariage qui n'a pas eu lieu a ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand. Gustavo embrassa sa mère, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue pendant ses années en tant qu'héritier des laboratoires Dupont. Tu m'as appris la chose la plus importante, maman, il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Sur le mur du bureau, une photo récente montrait Elena, Gustavo et Vanessa entourés des familles aidées par la fondation. C'était un témoignage silencieux de la manière dont l'amour, la vérité et le courage pouvaient transformer même les histoires les plus sombres en lumière. Alors qu'ils commençaient à se préparer à partir, Vanessa demanda « Continuons-nous maintenant ?» Elena répondit avec un sourire, « Un jour à la fois, une vie à la fois. Il reste encore beaucoup de travail à faire. » En quittant l'immeuble cette nuit-là, les trois savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire d'entreprise. Un but, une vérité que Elena avait révélée ce jour-là à l'église. Non seulement ils avaient exposé des crimes et détruit un empire corrompu, mais ils avaient planté les graines de quelque chose de nouveau, basé sur la compassion, la justice et l'espoir. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes roses et oranges. C'était un nouveau jour qui se levait, promettant un avenir encore meilleur. L'empire des Dupont était tombé, mais de ses cendres naissait quelque chose de bien plus précieux, une chance de rédemption, non seulement pour Gustavo, Elena et Vanessa, mais pour tous ceux dont leur vie était touchée. L'histoire de la robe de mariée, qui avait commencé par une trahison et s'était terminée par une révélation, s'était transformée en bien plus qu'un scandale familial. Elle était devenue un symbole de la manière dont la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut être le premier pas vers la guérison. Ainsi, sous le ciel de Paris, trois personnes unies par le destin de manière inattendue continuaient leur voyage, non plus prisonnières du passé, mais architectes d'un avenir plus juste et humain.